Désolé du retard, les BDF, j'étais dans une fusée Falcon 9 prêt à décoller. Oui, c'est ça, rien sur ta Que de chemin parcouru depuis le tout premier atterrissage du Falcon 9 en décembre 2015. Quelque chose qui est désormais banal puis qui a changé l'industrie pour toujours. SpaceX est un phare d'excitation et d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Dimanche, la fusée Falcon 9 a décollé depuis Vandenberg pour la mission NROL 85. C'était le 14e lancement de cette année et le 114e atterrissage depuis 2015. Ils finiront jamais de nous impressionner, ça c'est clair. Puis ce sera également le retour des astronautes de la mission AX-1 ou Axiom 1 de la Station spatiale internationale. Après avoir effectué une série de corrections pour s'éloigner de la station spatiale, Dragon effectuera plusieurs manœuvres d'abaissement d'orbite, larguera son tronc et rentrera dans l'atmosphère terrestre, atterrissant au large des côtes de la Floride ce mercredi. Et cette semaine, dans l'actualité spatiale, la NASA vient d'annoncer la découverte d'un corps céleste particulièrement remarquable. Il s'agit d'une gigantesque comète tout droit venue des confins du système solaire. Je vous apporte vers la planète rouge, il y a tellement à apprendre de ce côté. De la poussière de lune d'Apollo 11 vendue aux enchères pour, je vous laisse deviner. Mais il y a une chose de certain, à chaque semaine, l'actualité spatiale, c'est ici. Et oui, la NASA vient d'annoncer la découverte d'un corps céleste particulièrement gros. Oui, c'est remarquable. Il s'agit d'une gigantesque comète provenant du confin de notre système solaire. Hey, c'est beau ça, hein? Et l'agence compte bien apprendre plus sur ses origines et sur le début de notre système solaire. La comète C 2014 UN 271, toujours très originale comme nom, bravo, elle est immense. Le télescope Hubble a confirmé qu'elle avait environ 137 km de long, ce qui la rend 50 fois plus long que la moyenne des noyaux cométaires habituellement observés par la NASA. C'est donc officiellement la plus grosse comète jamais identifiée dans l'histoire de l'astronomie. Encore une première. Coudonc, les budgets de la NASA sont en négociation ou quoi? Mis à part sa taille, la NASA n'a pas beaucoup de données. Les chercheurs ont cependant pu déterminer qu'elle est originaire du nuage d'Oort. C'est un immense amas de glace et de poussière dont les chercheurs estiment que la bordure extérieure pourrait être située à environ 1,5 années-lumière, soit à l'extrême limite de la zone où s'exerce l'influence gravitationnelle du système solaire. Le nuage d'Oort renferme de nombreux secrets directement liés à la formation du système solaire, car ce nuage se serait d'abord formé à proximité du Soleil. À cette époque, notre voisinage cosmique était très déséquilibré. De nombreux corps célestes, y compris des géants comme Jupiter, se déplaçaient dans toutes les directions en attendant de se stabiliser sur une orbite. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une partie de billard cosmique. Ils ont généré un vaste mélange stellaire gravitationnel qui a brassé et redistribué une grande partie du matériel, dont ce qui constitue le nuage d'Oort. Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, il est aussi particulièrement difficile à observer. Si difficile que personne n'est jamais parvenu à le faire directement, puisque il n'y a pas d'étoiles aux alentours pour éclairer la roche avoisinante. Même si les indices nous forcent à croire en son existence, le nuage reste techniquement hypothétique. À chaque fois que la NASA repère un objet suspecté d'être originaire de cette zone, c'est donc un événement remarquable pour les astronomes. De plus, contrairement à la majorité des autres comètes, celle-ci est suffisamment massive pour être vue de loin. Cette comète serait donc la pointe d'un iceberg de milliers de comètes qui sont trop discrètes pour être vues dans les régions reculées du système solaire. De plus, la comète C 2014 UN 271 devrait rester observable pendant quelques temps encore car elle est actuellement dans une phase d'approche du Soleil. Elle atteindra son périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, en 2031. La NASA dispose donc d'une dizaine d'années pour tirer autant d'informations que possible de ce voyageur interstellaire. Il faudra en profiter parce que cette comète ne nous rendra plus visite avant 3 millions d'années par la suite. Let's go la NASA, faites vite parce que je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'en apprendre encore sur ce mystérieux nuage d'Oort. Et oui, la NASA a interrompu pour une troisième fois le remplissage des réservoirs de la fusée SLS pour le test de compte à rebours que je vous avais parlé la semaine dernière suite à des problèmes dont des fuites d'hydrogène. Hein? Je pense qu'on était au courant, hein? Je vous en avais déjà parlé.
Peu de temps après le début du remplissage de l'oxygène liquide dans l'étage central du SLS au complexe de lancement 39B, les contrôleurs ont tout arrêté lorsqu'une limite de température a été dépassée. La NASA a trouvé une solution au problème et a redémarré le remplissage d'oxygène liquide. Environ une demi-heure plus tard, l'hydrogène liquide a commencé à couler dans l'étage central. Mais encore une fois, le chargement d'hydrogène liquide a été arrêté lorsque les ingénieurs ont détecté une augmentation de la pression lors du passage du remplissage lent initial au remplissage rapide. Les contrôleurs ont donc réglé le problème en effectuant ce que la NASA a appelé un remplissage rapide modifié. Et c'est pas fini! Oui, les contrôleurs ont de nouveau arrêté le chargement d'hydrogène liquide après avoir détecté une fuite dans une ligne reliant l'étage central à la plateforme de lancement. À ce stade, le réservoir d'oxygène liquide de l'étage central était plein à 49%, mais le réservoir d'hydrogène liquide n'était plein qu'à 5%. Les techniciens de la NASA ont arrêté le remplissage des réservoirs et se sont plutôt concentrés sur le refroidissement des lignes de propulseurs dans l'étage supérieur du SLS. Pourtant, suite au problème d'un clapet anti-retour à l'hélium la semaine dernière, les responsables avaient décidé de ne pas remplir les réservoirs de cet étage supérieur. La NASA avait déjà annulé les 2 répétitions précédentes, bien qu'aucune ne soit allée aussi loin que ce test. Le premier test, le 3 avril, s'était arrêté avant que le remplissage du propulseur ne puisse commencer. Le second, le lendemain, avait rempli le réservoir d'oxygène liquide de l'étage central à environ 50%, mais s'est arrêté avant que le chargement d'hydrogène liquide ne puisse commencer en raison d'une valve mal configurée sur le lanceur. Après la deuxième tentative, les techniciens avaient découvert que le clapet anti-retour d'hélium était défectueux dans l'étage supérieur, ce qui les a amenés à procéder à un plan modifié pour la répétition en tenue humide, le Wet Dress Rehearsal, qui n'impliquait pas de remplir les réservoirs de cet étage. Selon le directeur de lancement d'Artemis, nous pensons que nous serons en mesure d'atteindre la majorité de nos objectifs de test et que nous obtiendrons un ensemble de données raisonnablement bon avant le retour en arrière au bâtiment d'assemblage de véhicules. Comme pour les 2 premiers tests, le flux d'informations était souvent aussi irrégulier que le flux d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide, je peux vous le dire. La NASA a précédemment affirmé qu'elle ne pouvait pas fournir d'informations plus détaillées telles que des commentaires de lancement, car elle craignait de divulguer des informations soumises au contrôle de l'exportation. T'aurais pas quelque chose à jouer là-dedans, toi? Je sais pas, mais je crois que oui. Le rover Curiosity vient d'éviter un quasi-accrochage avec des roches aiguisées comme des lames de rasoir sur Mars. Des lames de rasoir, ça dépend de quel sens, mais c'est pas si coupant que ça. L'explorateur robotique qui atterrit sur la planète rouge il y a près de 10 ans a passé le mois dernier à escalader Greenberg sur le mont Sharp, situé au centre du cratère Gill. La façade de Greenberg est une grande plaine en pente que les constructeurs de rovers de la NASA allaient utiliser pour atteindre d'autres cibles. Mais le rover s'est arrêté lorsqu'il a aperçu des bandes continues de roches tranchantes, surnommées à dos d'alligator en raison de son apparence écailleuse. Ça, c'est pas un alligator, c'est un spinosaure. C'est un dinosaure. En règle générale, Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA peut aider Curiosity à se préparer au danger car sa caméra IRIS peut repérer des objets de la taille d'un ballon de basket sur Mars alors qu'il tourne autour de la planète. Mais ces roches étaient juste assez petites pour échapper à l'œil vigilant du MRO. Ces roches, connues sous le nom de ventifac, sont des roches aiguisées par le vent et comme le témoignent ces roues, Curiosity a déjà eu une rencontre avec des ventifac auparavant. Au début des missions, les roues de Curiosity ont subi une certaine usure après avoir roulé dessus. Mais le 18 mars, le nombre de ventifac rencontrés par Curiosity était extrême. Ils sont fabriqués à partir de grès, des sandstone, qui représentent la roche la plus dure trouvée par le rover sur Mars à ce jour. Selon la JPL, il était évident, d'après les photos de Curiosity, que ce ne serait pas bon pour nos roues. Le voyage aurait été lent et nous n'aurions pas été en mesure de mettre en œuvre les meilleures pratiques de conduite de rover. L'équipe de rover sur Terre a trouvé... Tu penses-tu vraiment que l'équipe de rover est pas sur Terre? Tu penses qu'elle est sur Mars? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis, là?
OK, donc l'équipe de rover a trouvé des moyens de conduire sur un terrain plus plat sur Mars pour préserver les roues du rover et allonger sa durée de vie en évitant tout ce qui pourrait les endommager. Le gras a été abrasé par le soufflage de sable pendant de nombreuses années, aiguisant le sommet des roches. Le voyage de Curiosity l'aurait envoyé sur eux pendant environ 2 km, ce qui userait les roues au même rythme que celui rencontré plus tôt dans la mission. La façon dont le rover roule, qui revient essentiellement à faire tourner les roues de votre voiture dans un stationnement avant d'appuyer sur l'accélérateur, signifie que les roues de Curiosity auraient tourné directement sur les rochers pointus. Si Curiosity avait essayé de se faufiler à travers des creux sablonneux entre les crêtes, cela aurait envoyé le rover dans un long voyage sinueux en forme de labyrinthe. À la recherche des secrets martiens, le rover a commencé à gravir la montagne d'un 5,5 km de haut en 2014. Tout au long de ce voyage, Curiosity a pu étudier différentes couches qui montrent l'enregistrement climatique martien lorsqu'il est passé d'humide à sec il y a des milliards d'années. Le cratère givré de Mars scintille sur une nouvelle photo de la NASA. Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a photographié un cratère martien situé près de 37 degrés de latitude sud. Et quand on parle de latitude ou de longitude, des latitudes, c'est les lignes qui sont horizontales, qui vont partir justement de l'équateur, donc la ligne 0 au centre de la planète, et qui vont monter au nord et descendre au sud. Comme Québec, on peut dire que c'est 47e parallèle, fait que le 0 est à l'équateur. Vous voyez la ligne sur le globe terrestre. Quand on parle de longitude, là, ça serait des lignes dans l'autre sens, nord au sud. Et du côté de la France, on est environ à 47 degrés de latitude nord également. Expérience scientifique d'imagerie à haute résolution à RISE, à bord de Mars Reconnaissance Orbiter MRO de la NASA, a capturé l'image de la surface givrée de Mars. Les hivers sur Mars peuvent être très froids, avec des températures près des pôles tombant à moins 125 degrés Celsius. À son tour, une couche de givre de dioxyde de carbone ou glace sèche peut se former à la surface de certaines régions de la planète. Au milieu de l'hiver de 4 mois, le givre peut se propager des pôles jusqu'aux latitudes moyennes des planètes, soit environ 50 degrés de latitude, où il commence à fondre sous les chauds rayons du Soleil. Cela équivaut à environ la latitude du sud du Canada sur Terre. Mais les orbiteurs peuvent également repérer de petites plaques de givre sur les pentes faisant face aux pôles plus près de l'équateur. Ces endroits connaissent des températures plus froides car ils reçoivent moins de lumière solaire, ce qui signifie que le givre de dioxyde de carbone ne fond pas. La pente sud du cratère est saupoudrée d'un givre blanc de dioxyde de carbone qui apparaît en bleu sur la photo, couleur améliorée de l'orbiteur. La photo a révélé de la neige carbonique dans et autour des ravins sur la pente qui ont été creusés par des coulées de débris qui se produisent pendant les mois les plus chauds. La poussière de Lune récoltée par Neil Armstrong a été vendue aux enchères pour 500 000 $. La NASA est même allée devant les tribunaux pour se battre pour la propriété de la poussière lunaire, une minuscule quantité de poussière lunaire collectée par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11 qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune a été vendue pour 504 375 $ lors d'une vente aux enchères. Bonham Auctioneer a vendu la poussière de Lune dans le cadre de sa vente d'histoire spatiale qui s'est tenue mercredi à New York. Armstrong avait ramassé la poussière en 1969, juste après avoir fait ses premiers pas sur la Lune. Le prix final était inférieur à l'estimation pré-enchère de Bonham de 800 000 $ à 1,2 million de dollars. L'enchère gagnante était de 400 000 $ et le prix final comprenait les frais et la prime de l'acheteur. La vente réussie marque désormais la fin d'une histoire compliquée pour la poussière lunaire depuis son arrivée sur Terre, mais il faut mentionner que le prix auquel la poussière de Lune a été vendue est étonnamment bas car les particules sont les seuls échantillons de Lune vérifiés à être vendus à des particuliers. Les échantillons de poussière ont également été confirmés authentiques par la National Aeronautic and Space Administration, la NASA, et le sac lunaire dans lequel la poussière a été emballée sur Apollo 11 a été vendu pour 1,8 million de dollars en 2017. Le voyage que la poussière lunaire a pris jusqu'à la maison de vente aux enchères était presque aussi épique que le voyage d'Armstrong a fait pour les récupérer. En fait, la NASA est même allée devant les tribunaux pour se battre pour la propriété de la poussière lunaire. En 2015, la poussière a été vendue à Nancy Lee Carlson, une avocate du Michigan qui a dépensé 995 $ pour ce qui a été étiqueté comme un sac de retour d'échantillons lunaires à fermeture éclair avec poussière lunaire lors d'une vente aux enchères du maréchal américain.
Après avoir trouvé de minuscules échantillons de ce qu'elle croyait être de la poussière de Lune, elle a envoyé son nouvel achat à l'Agence spatiale américaine dans l'espoir de vérifier le contenu du sac. Cependant, plus tard, la NASA a refusé de le restituer car elle s'est rendue compte de ses liens avec Apollo 11. L'avocate basée aux États-Unis a ensuite rapidement poursuivi la NASA pour saisie injustifiée de biens en 2016 et a gagné. On ne sait pas à ce jour comment la NASA a perdu les précieux échantillons, mais il faut mentionner qu'en 2002, il a été documenté comme étant en possession de Max Harry, un cofondateur du musée de l'espace au Kansas, qui a été reconnu coupable de vente d'objets volés. La poussière lunaire s'est ensuite rendue aux enchères. C'est là que Nancy Lee Carson l'a acheté. Mes amis, cette semaine encore, les nouvelles de Twitter. Wouh! C'est parti! Alors on commence avec la fusée lunaire Artemis 1 de la NASA qui se dresse au sommet de la rampe de lancement 39B du Kennedy Space Center en Floride alors que la station spatiale vole au-dessus de sa tête le 8 avril 2022. Wow! Regardez la flèche, on la voit très bien la station. Quelle belle photo! Et oui, c'est une déclaration du rover Perseverance. Mon long voyage vers l'ancien delta du fleuve est presque terminé. Devant nous, des roches en couches déposées dans l'eau qui détiennent sûrement des secrets sur ce qui était autrefois leur environnement. Pourrait-il même donner des indices sur la vie passée? Le temps nous le dira. Lequel d'entre vous possède cette Tesla avec la licence SLS BAD? Ouais, pas fort. Moi je crois en la SLS. De toute façon, SpaceX, SLS, Tesla, ça vient tout ensemble, ça, non? Si on veut avoir la mission Artemis, il faut croire en ça. Oh, Elon Musk vient de partager cette petite vidéo. C'était une nuit magnifique à Starbase. Merci pour un autre convo génial. Mon Dieu, il était haut! Et il y a la capsule chinoise Shenzhou 13 qui a atterri avec un équipage de 3 personnes après une mission record. Il y a eu des tweets qui disaient pourquoi il y a une fissure. C'est une question, hein? Un coup d'échelle, de la pression, on sait pas, le revêtement, ça sera à suivre. Mais ça avait pas l'air dangereux, ils sont venus. Bravo aux 3 astronautes! Le Soleil a soufflé Mercure avec une onde de plasma, on la voit bien sur cette image. La Terre n'est pas la seule à subir les contre-coups de notre Soleil. Quelle belle petite vidéo! Survoler la face nocturne de la Terre dans la Station spatiale internationale. Wow! Quel spectacle! Et quelle belle photo d'un défilé planétaire au-dessus de l'Upper West Side de Manhattan à New York le matin du 15 avril 2022. On voit clairement Jupiter, Vénus, Mars et Saturne bien alignés. N'oubliez pas qu'on les voit bien les planètes lorsque le Soleil reflète ses rayons dessus. Eh oui, malheureusement, la SLS, ça va pas très bien après plus de 2 semaines et 3 essais infructueux pour tenter un compte à rebours simulé avec remplissage des réservoirs. La NASA a finalement décidé de ramener le lanceur super lourd SLS dans son bâtiment d'assemblage, le VAB. C'est les dernières nouvelles que j'ai ce matin. Et ça complète mon tour d'horizon Twitter. Wouh! Et la question de la semaine, avec la poussière lunaire vendue près de 500 000 $ aux enchères cette semaine, croyez-vous que la NASA aurait dû garder la propriété de ce trésor inestimable? C'est quand même la mission Apollo 11, le premier pas sur la Lune. Et j'ai fait une vidéo que je sors cette semaine. Incroyable, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous irez la voir, Apollo 11. Et ça complète mon actualité spatiale de cette semaine. J'espère que j'ai été à la hauteur pour rassasier votre soif de connaissances. Merci d'être là à chaque semaine et comme disait Thomas Edison, puis pour ceux qui le connaissent pas, c'est un inventeur scientifique industriel américain qui a fondé d'ailleurs General Electric. Les gens qui réussissent ont l'habitude de faire ce que les gens qui échouent n'aiment pas faire. D'ici là, soyez vous-même, ayez confiance en vous, aimez la vie et ne laissez surtout pas vos rêves rester des rêves, réalisez-les. On est juste quelques dizaines d'années sur cette merveilleuse Terre. L'univers est infini. Le ciel, c'est pas votre limite. Puis le futur, lui, il commence maintenant. On se voit la semaine prochaine.